Le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens n'est pas nouveau. Il tire ses origines de la volonté de deux peuples d'occuper un même territoire depuis de nombreuses années. De plus, l'importance religieuse des territoires disputés, notamment à Jérusalem, acerbe les tensions. Le conflit israélo-palestinien est un conflit contemporain complexe. Les attaques du 7 octobre et les bombardements qui s'ensuivent sur la bande de Gaza remettent ce conflit sur toutes les lèvres. Dans cet épisode, je reviens sur les moments importants du conflit israélo-palestinien en 2023. Depuis le retrait de l'armée israélienne de Gaza en 2005, la question palestinienne est réduite dans les médias internationaux à une couverture marginale. Les architectes des attaques du 7 octobre veulent ramener la Palestine dans les enjeux internationaux majeurs. Il demeure dommage que l'enjeu revienne sur les lèvres dû à une attaque d'une grande violence par le groupe du Hamas, qui ne représente pas la majorité des Palestiniens. Quoi qu'il en soit, le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Le Hamas, c'est quoi? Bonne question. On peut résumer en disant que le Hamas se sépare en deux. Il y a un groupe militaire et un groupe politique. Évidemment, le groupe qui a mené les attaques du 7 octobre est le groupe militaire. Les attaques se mènent sur plusieurs fronts en utilisant des voies terrestres, aériennes et marines. Des centaines d'hommes participent aux attaques. On s'en prend d'abord à des caméras de sécurité avec des drones, puis 29 brèches sont créées dans le mur séparant Gaza d'Israël. Des soldats en détaplane sont même déployés, des otages sont capturés et amenés à Gaza. C'est étonnant que les services secrets d'Israël n'aient pas anticipé ces attaques. Israël se vante d'avoir l'une des meilleures défenses militaires et parmi les meilleurs services secrets au monde. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Hamas attaque Israël. Ce qui distingue les attaques du 7 octobre des précédentes est le niveau de préparation et les armes utilisées. Après le 7 octobre, le Hamas tire des milliers de roquettes sur Israël. La majorité sont détruites en plein ciel par le dôme de fer. Le dôme de fer. Ce terme qui semble tiré d'un film Marvel mérite d'être remis dans son contexte. En 2006, pendant le conflit qui oppose Israël au Liban, le Liban c'est un pays voisin d'Israël, des roquettes libanaises sont projetées sur des civils israéliens. Après le retour de la paix, Israël conçoit le dôme de fer pour empêcher qu'une situation pareille se répète. Le dôme de fer est un système de défense anti-missile déplaçable puisqu'il est installé sur des camions. Je crois pas apprendre quelque chose à quelqu'un en disant qu'un camion, ça roule. La première interception de missiles par le dôme de fer a lieu en avril 2011. L'attaque provenait de la bande de Gaza. La même année, les États-Unis commencent à soutenir financièrement le programme anti-missile. Et oui, les États-Unis sont un allié militaire et économique d'Israël depuis la création même de ce pays. Revenons en 2023. Promis, c'était le dernier bond dans le temps que je faisais. À la suite des attaques du 7 octobre, Israël prépare une invasion terrestre de la bande de Gaza. L'État israélien demande à la population du nord de Gaza de quitter vers le sud. Plus d'1 million de Gazaouis suivent les recommandations d'Israël. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Gaza, des Gazaouis. L'entrée d'Israël dans Gaza semble un piège tendu par le Hamas puisque cette ville est un véritable labyrinthe que les Israéliens sont peu nombreux à connaître. Si la ville de Gaza est un labyrinthe à la surface, ce n'est rien en comparaison avec les souterrains interreliés sous la ville. Même les tortues ninja risquent de s'y perdre. Surnommé le métro de Gaza, même s'il n'y a pas de métro à Gaza, ce réseau souterrain secret permet au Hamas d'équilibrer un peu son rapport de force avec Israël. Connaître le réseau de tunnels sous la bande de Gaza semble ardu si on ne fait pas partie de la haute direction du Hamas. Le nombre de tunnels sous Gaza et leur taille sont difficiles à évaluer. Mais l'organisation du Hamas a toutefois affirmé dans le passé que ces tunnels s'étiraient sur 500 km. À titre comparatif, le métro de Montréal s'étale sur 70 km. Si t'as de la difficulté à trouver la station Berry-UQAM, imagine être dans les tunnels de Gaza. On peut ajouter à tout cela qu'au niveau militaire, l'avantage est toujours au camp défensif, puisqu'il défend son territoire, son mode de vie et sa famille. Pour toutes ces raisons, pour Israël, la victoire n'est pas possible sans détruire le réseau souterrain qui s'étend sur des kilomètres sous la bande de Gaza. Voilà pourquoi le nord de Gaza est bombardé, bombardé et bombardé. Gaza est bombardé à un point où plusieurs pays se lèvent pour demander une pause humanitaire. Comme si ce n'était pas assez, un embargo est mis en place contre la bande de Gaza. L'eau et la nourriture deviennent une rareté. Rapidement, le carburant qui alimente les hôpitaux vient à manquer. Sans eau potable ni électricité, des médecins opèrent avec du vinaigre ou de l'eau contaminée à la lumière d'une lampe torche. Le 17 octobre 2023, une frappe d'Israël sur un hôpital de Gaza fait plus de 500 morts. Dans tout ça, que pensent les Gazaouis du Hamas?
Le soutien de la population de la bande de Gaza envers le Hamas est difficile à mesurer. À Gaza, la population se sent délaissée par les autorités gouvernementales depuis des années. Le Hamas offre une alternative à un gouvernement peu efficace. C'est le seul groupe à défendre les intérêts de la bande de Gaza, à se révolter contre l'embargo et à tenir tête à Israël. Voilà pourquoi une bonne partie de la population de la bande de Gaza semble soutenir le Hamas. Mais l'utilisation de la violence est condamnée. Il y a donc une nuance. Nuançons encore plus le tout en disant que s'opposer publiquement au Hamas peut être dangereux pour un individu et sa famille. Il est certain que des gens préfèrent soutenir le Hamas en public et le condamner en privé. Avec l'éclatement de la guerre israélo-palestinienne, les forces de défense israéliennes commencent à utiliser l'intelligence artificielle, une plateforme d'analyse de données qui génère de façon autonome des cibles à atteindre. Cette plateforme se nomme Absora, ce qui signifie l'Évangile. L'outil identifie des cibles à détruire plus rapidement que le ferait un humain. Ce type d'intelligence artificielle nécessite réflexion. Est-ce que la personne qui approuve la liste des cibles produites a la capacité en temps réel de comprendre ce qu'elle approuve? Avec une si grande rapidité d'exécution, est-ce que l'humain est en contrôle de la prise de décision qui mène à la mort? Une chose est sûre, être assis dans un bureau à des centaines de kilomètres de la guerre ne mène pas à la prise de décision comme on le verrait sur le champ de bataille. Est-ce que l'intelligence artificielle devrait rester une aide où le jugement humain est central? L'éclatement de la guerre israélo-palestinienne remet de l'avant ce conflit sur la scène internationale. C'est ce que voulait le Hamas. Au Yémen, en soutien au Hamas, les Houthis ne se gênent pas pour attaquer des bateaux et des drones occidentaux dans la mer Rouge et le canal de Suez. Qui sont les Houthis? Les Houthis sont les membres d'un mouvement politico-militaire qui contrôle une grande partie du Yémen, un pays du Moyen-Orient. Ce mouvement regroupe des résistants dont les enjeux sont similaires au Hamas en Palestine et le Hezbollah au Liban. Alors que les Houthis semblent les plus grands défenseurs de la cause palestinienne, des critiques internationales contre les Houthis avancent que ce mouvement politico-militaire veut faire oublier leur incapacité à stabiliser le Yémen. Soutenu par l'Iran, ça légitimise quelque peu l'organisation du Yémen bien que le mouvement ne soit pas reconnu à l'international. Pour en revenir à la guerre en Palestine entre le Hamas et Israël, ce conflit accroît des tensions en mer Rouge où les Houthis s'en prennent aux alliés des Israéliens. En novembre et en décembre, le mouvement politico-militaire multiplie les attaques. Offensive de drones, assaut de navires marchands par hélicoptère, tir de missiles contre un pétrolier norvégien et destruction d'un drone américain au large du Yémen. C'est le genre d'attaque auquel les Houthis nous habituent. Avec les attaques des Houthis qui se multiplient, plusieurs géants du transport maritime mondial annoncent interrompre le passage de leurs navires dans le canal de Suez. En décembre, des missiles et des drones sont abattus par des navires de guerre américains qui patrouillent dans la zone. La tension ne fait qu'augmenter. Le 18 décembre, Washington annonce une opération militaire multinationale en mer Rouge afin de protéger les navires de commerce des attaques répétées des Houthis. Plusieurs entreprises empruntent des itinéraires plus longs, ce qui risque d'affecter l'économie mondiale. Voyageons un peu ailleurs au Moyen-Orient. Le Qatar veut se positionner en leader dans le conflit. Quelques jours après les attaques du 7 octobre, le Qatar fait connaître sa volonté d'être médiateur entre Israël et le Hamas. Cette volonté qatarienne s'inscrit dans une visée du pays de devenir un leader du Moyen-Orient, voire un leader international. En octobre, les attaques surprises du Hamas ont remis de l'avant le conflit israélo-palestinien. Je l'ai souvent dit dans cet épisode, mais c'est la grande réussite du Hamas en 2023. Devant l'ampleur des attaques en Israël, les partis d'opposition se rallient au premier ministre israélien qui envahit la bande de Gaza. Avec le temps, l'adhésion d'Israël aux attaques s'effrite légèrement, surtout pour ce qui est de la violence utilisée. À la fin de l'année 2023, le gouvernement d'Israël maintient le flou sur l'après-guerre. Plusieurs plaident pour l'annexion du territoire palestinien et le retour des colonies démantelées il y a près de 20 ans. Une maison au bord de la mer, ce n'est pas un rêve. C'est le slogan promotionnel d'une agence immobilière qui propose des habitations modernes à construire sur les ruines de Gaza. En 2023, des trêves humanitaires sont demandées et sont difficiles à avoir. Le gouvernement israélien est motivé à réduire en cendres tout ce qui se rapproche du Hamas. En orchestrant les attaques du 7 octobre, le Hamas voulait remettre le conflit dans les enjeux majeurs à l'international. Et j'ai dit combien de fois dans l'épisode que ça a fonctionné? Ça a fonctionné comme le démontrent les attaques au Yémen et l'argent recueilli par l'Occident pour aider Israël. Dans ce conflit, la grande perdante demeure la population de la bande de Gaza. On peut être certain que les derniers à manquer d'eau à Gaza seront les membres du Hamas.